13h, 14h. Europe 1, 13h. La suite d'Europe 1, 13h sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, et vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Et on continue à parler de ce qui se joue entre Israël et l'Iran actuellement et quels moyens d'action pour la communauté internationale qui semble divisée, et la posture aussi d'Emmanuel Macron qui interpelle. On va écouter Jean-Noël Barrot qui a rappelé la disponibilité de la France dans la protection d'Israël. Le ministre des Affaires étrangères était sur M6 hier. Étant donné la nature et la trajectoire des attaques iraniennes contre Israël, les moyens militaires français n'ont pas été mobilisés, mais le président de la République l'a rappelé. En fonction de la présence de nos emprises militaires sur le terrain, nous nous tenons prêts à contribuer à la protection Ce n'est pas le cas d'Israël. Nos emprises, nos moyens militaires dans la région, ils ont vocation d'abord à défendre nos intérêts, mais aussi à participer à la défense de nos partenaires. Voilà, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et la posture, je le disais, Jean-Claude Dacier, d'Emmanuel Macron qui semble parfois déroutante. Oui, d'un côté, il appelle à défendre Israël. Oui. Si on lui demande, et en même temps, il dit, il ne partage pas l'approche israélienne, mais les frappes ont eu des effets recherchés depuis longtemps. Il a une position très critique à l'égard de la politique de Netanyahou à Gaza. Bon, il n'est pas le seul. Et il y a même beaucoup de gens en Israël qui se posent et s'interrogent sur la pérennité et le sérieux de cette politique israélienne à Gaza. C'est un autre débat. Je ne sais pas si Monsieur Macron partagera je ne sais plus qui a dit que les guerres résolvent parfois des problèmes que les diplomates n'arrivent pas à régler eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est... Peut-être tolérant. Je ne sais plus qui l'a dit ça. Mais c'est vrai que ça peut être une vérité. On va notamment voir ce qui va se passer au G7, puisque les grands patrons, cet après-midi. Les grands patrons de l'Occident se rencontrent. La première conséquence, c'est qu'il n'y aura pas de communiqué, j'ai vu ça. Il n'y aura pas de communiqué final. La dernière fois, ça s'était mal passé. Il y avait un désaccord qui avait persisté. Et donc, on n'a pas fait de communiqué final cette fois-ci. Il y aura simplement un état des lieux sur chacun des problèmes qui vont être abordés. Et puis, il y a Monsieur Macron, on en parlait il y a une seconde, qui a dû annuler la réunion qui était prévue, je crois, mercredi à New York, où il devait être question, je ne sais pas si c'était quasiment fait, mais il devait être question avec l'Arabie Saoudite et un certain nombre de pays arabes. Mais c'est difficile à cerner, ça. De la reconnaissance d'un État palestinien. C'est difficile à dire. La réunion, pour l'instant, est suspendue. Qu'est-ce qui va se passer à ce sommet du G7 ? J'espère qu'il ne sera pas complètement inutile, mais enfin, j'ai quelques inquiétudes quand même. Yvan Rioufol, sur la posture d'Emmanuel Macron, je disais parfois déroutante. Elle n'est pas très glorieuse, parce que, en fait, le courage dont fait preuve Israël et le peuple israélien fait ressortir la pusillanimité, en tout cas des dirigeants français et des dirigeants européens, et singulièrement d'Emmanuel Macron lui-même. On voit bien qu'il y a une grande hypocrisie, parce qu'il se félicite, malgré tout le monde se félicite qu'un ennemi, qui est l'ennemi d'Israël, mais l'ennemi du monde occidental, puisse être éliminé. Mais j'entends également Jean-Noël Barrot, son ministre des Affaires étrangères, appeler à la retenue quand il parle à Israël. Je l'ai entendu être incapable de dire qu'il n'y avait pas de génocide à Gaza, alors que malgré tout, on peut quand même soutenir qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Je l'entends dire, encore une fois, qu'il veut expressément qu'il y ait une reconnaissance d'un État palestinien. On est tous d'accord pour qu'il y ait une reconnaissance d'un État palestinien, mais certainement pas dans ce contexte-là où le Hamas est toujours présent malgré tout à Gaza. Donc il y a effectivement une grande ambiguïté, une grande lâcheté, et elle est toujours à mettre en parallèle avec ce nouvel électorat qui est apparu maintenant en France, avec ce que l'on appelle maintenant communément la rue arabe, qui la rue arabe se reconnaît dans le palestinisme, et Emmanuel Macron, de la même manière que Mélenchon, est en train de flatter ce nouvel électorat en donnant des gages, et quand il donne des gages, il refuse de défendre Israël quand on l'accuse de génocide, il refuse d'aller plus loin dans le soutien militaire pour l'instant, en disant qu'il appelle à la retenue, etc. Il appelle à la retenue et il dit le soutien français au droit d'Israël à se défendre n'est pas un soutien inconditionnel et sans limite. C'est ce qu'il précise. Ça s'appelle une lâcheté déguisée. En tout cas, il n'a pas la posture que nous avons connue dans le passé, il y a quelques dizaines d'années maintenant, et il a, vis-à-vis de la politique de M. Netanyahou, de vraies réticences, pour ne pas dire davantage. Mais c'est vrai que quand même, quand on compte les morts qu'il y a à Gaza et qu'on voit dans quel état se trouve la bande de Gaza, on peut s'interroger sur la pertinence de la politique de M. Netanyahou. C'est ce que font beaucoup d'Israéliens. On verra bien la suite que politiquement cela donnera. Néanmoins, je reconnais volontiers, je suis d'accord avec mon camarade, c'est que la politique française
sous l'égide du président Macron surprend parfois. Je m'en tiendrai là. Que pensez-vous des interventions de Donald Trump qui appelle à un accord Iran-Israël aujourd'hui? Je rappelle qu'il s'était fait la promesse de ne plus engager son pays dans des guerres sans fin. C'est pas un va-t-en-guerre, attention. Hein. C'est pas un va-t-en-guerre. Effectivement, je crois qu'il désire ardemment la paix, mais dans la géopolitique qui se dessine, il faut aussi être toujours replacé dans ce contexte de ce que l'on a appelé la fitna, c'est-à-dire cette guerre intestine entre le sunnisme et le chiisme. Là, c'est l'Iran chiite qui commence à menacer non seulement l'Occident, mais également les pays arabes sunnites. Et vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de solidarité qui s'est installée entre le sunnisme et Israël. L'Arabie saoudite, par exemple, se montre comme étant alliée d'Israël. Donc, il y a tout cet environnement qui peut faire penser effectivement que l'Iran est de plus en plus isolé et qu'elle aurait intérêt à négocier. Mais maintenant, effectivement, il y a des péchés d'orgueil qui vont faire que l'Iran, attaqué à ce point, humilié à ce point aux yeux du monde entier, ne risque pas d'accepter, me semble-t-il, un début de négociation. Donc, il va y avoir un mort ou du côté d'Israélien ou du côté iranien. C'est pas tout à fait sûr. Rien n'est sûr, bien sûr. Si vraiment les mollahs se sentent en grave difficulté, ce qui peut arriver, dans les heures et les semaines qui viennent, il est possible qu'ils soient obligés de venir à la négo, et cette fois, respecter les conclusions sérieuses. Je reconnais avec toi que c'est un gros point d'interrogation sur la région. On verra bien ce que nous donneront les faits. En tout cas, pour le moment, c'est une guerre entre Israël et l'Iran. Ça reste une guerre entre deux pays. Et ça fait hélas beaucoup de dégâts, même parmi la population civile. Oui, bien sûr. Allez, 13h39, on reste ensemble et dans quelques instants, on va revenir sur cette information Europe 1. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui saisit la justice après une vidéo enregistrée puis publiée par l'imam Noureddin Aoussa qui demande une fatwa à l'encontre de Gabriel Attal. Et puis on reviendra sur les fractures. LFI, le PS, est-ce que le divorce est définitivement acté? On va en parler, à tout de suite.